Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde porte son regard sur le Vietnam en Asie du Sud-Est. Le 6 mars dernier, l'archevêque d'Ho Chi Minh Ville, Monseigneur Paul Buy Van Doc, est décédé à Rome, brutalement, durant la visite ad limina de l'épiscopat vietnamien. Alors, qui était-il ? Quel enjeu se pose pour sa succession ? Au Vietnam, les catholiques représentent 7 à 9% d'une population à majorité bouddhiste, malgré des difficultés avec des chrétiens sous surveillance dans un pays qui connaît un développement économique accéléré. Eh bien, le dialogue se poursuit entre l'État et l'Église. Alors, qu'en est-il ? Comment évoluent ces relations-là dans des enjeux évidemment internationaux ? Décryptage sur ces questions avec notre invitée Claire Tran. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints le temps de cette émission puisque vous êtes basée essentiellement à Bangkok et donc de passage à Paris quelques jours. Vous êtes directrice de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, l'IRASEC, historienne du Vietnam contemporain. Vous avez enseigné l'histoire de l'Asie du Sud-Est à l'université Paris Diderot. Vos recherches portent notamment sur l'histoire du catholicisme vietnamien au XXe siècle et sur les rapports État-religion au Vietnam. On peut signaler parmi les publications de l'Institut la plus récente qui porte sur le bouddhisme et politique en Thaïlande. Merci d'être avec nous. On va revenir sur cette actualité qui a frappé l'Église du Vietnam il y a quelques semaines. Donc, je le disais, le 6 mars à Rome, durant la visite ad limina des évêques vietnamiens, eh bien, l'archevêque d'Ho Chi Minh Ville, Monseigneur Van Doc, est décédé brutalement. Il a subi un AVC alors qu'il célébrait la messe en la basilique Saint-Paul hors les murs. Dites-nous un peu qui était Monseigneur Van Doc. Alors, Monseigneur Buy Van Doc est donc l'archevêque de Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, qui est un diocèse extrêmement important. À l'époque du Sud-Vietnam, c'était la capitale la plus importante du catholicisme. Aujourd'hui, il y a près de 700 000 catholiques à Saigon, Ho Chi Minh Ville, et donc c'est un lieu extrêmement important. Et donc cet archevêque a remplacé. Alors c'était une figure, mais qui n'a pas, j'allais dire, régné très longtemps, puisque ses prédécesseurs, notamment Monseigneur Nguyen Van Binh, a été l'archevêque de Saigon de 1960 à 1985. Donc c'était une longue période. Son successeur Phan Minh Mang en fait, on a mis 5 ans à ce qu'il puisse le remplacer. Il y a eu un peu de problèmes pour le remplacer. Et en fait, Monseigneur Buy Van Doc n'a été archevêque que depuis 2014. D'accord. Donc, c'est assez court. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces funérailles qui ont eu lieu le 17 mars dans la cathédrale de Saigon ont rassemblé plus de 10 000 personnes. 700 prêtres étaient présents. Et les plus hauts membres du gouvernement étaient présents, notamment le secrétaire du parti de la ville de Ho Chi Minh Ville. Et donc, voilà, tous les hommes politiques vietnamiens du Parti communiste ont été présents et ont donné leurs condoléances aux catholiques. Donc, c'était quand même une figure importante qui, malgré la période assez courte au cours de laquelle il a été... Son épiscopal a quand même compté. Voilà, la succession, pour l'instant, on n'en sait rien, mais est-ce qu'il y a un enjeu particulier sur ce poste-là ? Alors, c'est un enjeu important puisque c'est la ville où il y a le plus de catholiques. Dans les années précédentes, il y a eu des problèmes pour justement cette succession qui a pris quelquefois du temps. Je vous disais qu'après la mort de Monseigneur Binh, on avait mis 5 ans d'attente. Oui. Je ne pense pas qu'on mettra autant de temps pour avoir un successeur. Monseigneur Doc avait succédé assez rapidement à son prédécesseur. Donc, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que ça va prendre certainement plusieurs mois de négociations. Et il se trouve aussi qu'au même moment, le représentant du Vatican, qui est un représentant itinérant, qui n'est pas résident au Vietnam, le nonce, voilà, c'est pas un nonce apostolique, Monseigneur Girelli, qui était là depuis 2011, a quitté son poste là récemment en septembre 2017. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a c'est un enjeu important dans les relations avec le Vatican, le remplacement de Monseigneur Girelli et la nomination de cet évêque. Okay. Donc je pense que ça prendra certainement du temps, mais je terminerai en disant que depuis les années 1990, il y a eu énormément de visites des représentants du Vatican à Hanoï et inversement
à Rome, et que cette expérience, plus d'une trentaine de rencontres entre les deux parties, laisse présager que le dialogue est établi depuis longtemps et qu'elle aboutira à la nomination. Mais alors là, il est difficile de savoir qui sera choisi. Alors on va revenir à la visite à Limina, puisque c'est dans ce contexte, dans ces circonstances-là que l'archevêque d'Ho Chi Minh Ville est décédé. Donc les 32 évêques vietnamiens étaient à Rome début mars pour y rencontrer le pape. Ils l'ont vu en audience privée, c'était le 5 mars. Qu'a dit le pape François aux évêques vietnamiens ? Alors, je pense qu'il leur a dit qu'il fallait que l'Église du Vietnam puisse plus aller vers l'extérieur, ce qu'elle fait d'ailleurs à travers l'action sociale qu'elle développe dans le domaine de la santé et aussi de l'éducation. Mais il est vrai que pendant toutes ces dernières décennies, l'Église du Vietnam a été donc dans un régime communiste où elle a essayé de se préserver et de continuer à garder toute sa tradition, mais qu'elle a aussi besoin de se tourner aujourd'hui vers des mondes plus extérieurs, ce qu'elle a bien sûr commencé de faire depuis déjà pas mal d'années à travers, comme je vous le disais, l'action sociale de l'Église. Alors, le pape a envoyé les évêques, les a appelés à évangéliser davantage. Est-ce que c'est possible dans le contexte vietnamien où effectivement l'Église est quand même sous surveillance, elle peut, il y a une liberté de culte, mais dans l'enceinte des églises. Donc c'est vrai que c'est possible d'évangéliser plus. C'est vrai que le parti surveille quand même et veut quand même éviter que ça ne se diffuse trop. Mais en réalité, les catholiques sont aussi ont été par exemple sur les hauts plateaux pour évangéliser les montagnards. Mais sur ce point, ils sont très concurrencés par les protestants qui sont très actifs et depuis longtemps. Mais il est vrai que, alors on parle quelquefois de conversion aussi au sein du parti, mais c'est quelque chose qui est tout à fait tabou, donc on ne peut pas savoir qui, mais on a un certain nombre d'exemples de cadres du parti qui se convertissent. Mais là, on ne peut pas parler de... Voilà, qui deviennent catholiques. Mais on ne peut pas parler d'évangélisation de masse. D'accord. Dites-nous un peu aussi quels sont les liens aujourd'hui entre Église du Vietnam et Saint-Siège. Les relations diplomatiques ne sont toujours pas établies à ce jour. Alors, l'histoire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Saint-Siège sont anciennes. La première visite importante dans le Vietnam communiste a été en 1989, la visite de Monseigneur Etchegaray, qui a marqué vraiment un élément très important, une étape importante dans ces relations. Et depuis, il y a eu à peu près une trentaine de rencontres entre les deux parties, extrêmement importantes, qui a permis justement de contribuer à la nomination des évêques en négociant, puisque le Vatican propose des noms et il discute avec le gouvernement, mais c'est le gouvernement vietnamien qui choisit. Donc cela a permis à peu près la nomination de 18 évêques pendant cette période. Donc c'est le premier point. Le deuxième point important dans ces relations bien sûr pas officielle, mais préliminaire, il y a eu la nomination d'un représentant du Vatican qui n'était pas permanent, mais qui était itinérant, nommé à Singapour, mais en fait qui est venu très souvent au Vietnam, à peu près 70 visites pendant toute la période à partir de 2011. Et cet évêque avait un rang pour les Vietnamiens d'ambassadeur extraordinaire. Donc c'était censé être la première étape vers des relations diplomatiques. Pourquoi elles ne sont toujours pas établies alors ? Alors ça fait presque 10 ans qu'on attend. Chaque année, quand je vais au Vietnam, on parle de l'avenue, peut-être du pape, qui permettrait l'établissement des relations diplomatiques, et ça ne se passe pas. Alors, il est difficile de savoir quelles sont les raisons. Il est sûr que la question des relations diplomatiques entre le Vatican et la Chine est aussi une question importante. Est-ce que la Chine accepterait que le Vietnam ait des relations diplomatiques avant elle ? Ils ont un mot à dire là-dessus ? Alors je pense que pour le Vatican, la Chine, c'est quand même... Alors certes, les catholiques chinois ne sont qu'1% de la population chinoise, mais c'est à peu près 15 millions, ce qui fait quand même, effectivement, 3 fois plus que pour le Vietnam. Et donc... il faut d'abord que ça avance pour la Chine, avant que ça puisse aboutir pour le Vietnam, c'est ça ? En fait... les relations diplomatiques avec la Chine étaient une question beaucoup plus ancienne. À la fin du XIXe siècle, début du XXe, il était question d'établir des relations d'abord avec la Chine. Donc il y a une histoire très ancienne sur ces questions diplomatiques
entre le Vatican et la Chine. Donc, je pense qu'il y a quand même une question de prééminence. Et donc, les Vietnamiens attendent, de priorité. Et les Vietnamiens attendent un peu. Et je pense que le gouvernement vietnamien est tout à fait, souhaite tout à fait établir ces relations. Tout à fait. Et le Vatican aussi. Mais je pense que c'est cette question-là de la Chine cette étape d'abord. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir à l'épiscopat vietnamien. Avant de se rendre à Rome, eh bien, les évêques vietnamiens ont fait étape le 28 février au MEP, aux missions étrangères de Paris. Il faut savoir qu'un quart des missionnaires des MEP ont été envoyés au Vietnam. Il y a donc un lien très fort. L'occasion d'échanger sur les attentes et les défis pour les évêques du pays. On regarde ce reportage réalisé par Antoine Coty. Monseigneur Lin, président de la conférence épiscopale du Vietnam, vient d'être nommé membre honoraire des missions étrangères de Paris. Une nomination qui témoigne des liens encore très forts entre les deux communautés. 32 évêques vietnamiens se sont réunis pour une messe exceptionnelle dans la chapelle des missions étrangères de Paris. Ils ont rendu grâce pour les liens de coopération qui existent depuis plus de 350 ans entre les missionnaires et l'Église locale. Nous avons quelques prêtres qui travaillent en collaboration avec l'Église du Vietnam. Nous accueillons ici une vingtaine de prêtres vietnamiens qui se forment en permanence dans différentes universités, principalement à l'Institut catholique, et qui ensuite repartent chez eux. C'est-à-dire que nous soutenons la formation de formateurs, et nous avons également un certain nombre de volontaires, laïcs, missionnaires, qui prêtent main forte et qui vont rejoindre différents diocèses du Vietnam. Une relation essentielle quand on sait les difficultés rencontrées encore aujourd'hui par l'Église du Vietnam. Les plus grandes difficultés sont surtout le conflit idéologique entre la foi catholique et l'idéologie marxiste. Le deuxième, c'est les problèmes causés par le mode de vie moderne qui influence les jeunes surtout. La nouvelle loi sur les croyances et la religion, entrée en vigueur en janvier 2018, permet notamment aux organisations religieuses de participer aux activités éducatives et humanitaires, un tournant dans la politique religieuse du Vietnam. Alors cette nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur, justement, qu'est-ce que ça laisse présager pour la situation de l'Église? C'est un tournant important ? Oui, c'est un tournant important. Il y avait une première loi qui avait été promulguée en 2004, qui était une évolution sur la période précédente, mais il y avait un gros problème, c'est que l'Église n'avait pas de personnalité morale. Oui, le statut de l'Église. Voilà, donc le statut désormais est mis en place, il est possible, et c'est très important. Ils ont l'autorisation de pouvoir s'engager dans des activités d'enseignement et également dans le domaine de la santé, ce qui n'était pas possible. Il faut savoir qu'avant 1975, avant la chute du Sud-Vietnam, l'Église était très présente dans le domaine de l'éducation et de la santé, et qu'elle avait dû arrêter toutes ses activités. Donc ça, c'est extrêmement important. Par contre, il y a d'autres problèmes qui subsistent avec cette loi. Une loi quand même de 67 articles, donc c'est une très grosse loi qui a mis beaucoup de temps à être promulguée, pratiquement 2 ans. Ah oui. Il y a eu au moins 5 versions. Ils ont demandé l'avis. Il y avait un désaccord du côté des évêques. Où est-ce que ça a bloqué? D'ailleurs, c'est pas que les évêques, c'est toutes les religions. C'est une loi pour toutes les religions. Donc pendant ces 2 ans, entre 2016 et 2018, il y a eu plusieurs versions. Ils ont consulté les différentes religions. Donc c'était plutôt bien apprécié des religions, bien que ce soit dans un temps très réduit. Et ils n'ont pas vraiment tenu compte de tous les avis. Mais donc le problème qui a été souligné par les évêques, c'est que cette loi ne permettait pas continue de permettre au gouvernement de contrôler beaucoup toutes les activités de l'Église. Mais il y avait quand même des résistances, si je me souviens bien, de la part de certains évêques, qui voulaient que le projet soit revu complètement. Sur 2 points. Cette question du contrôle de toutes les activités, c'est-à-dire que chaque fois que l'Église fait une activité, il faut qu'elle en rende compte au bureau des religions, ce qui n'est pas rien, donc ça a toujours existé et ça reste encore d'actualité. Le gouvernement communiste vietnamien souhaite garder le contrôle de toutes les activités, religieuses ou pas, et donc cela reste. Et puis il y a aussi la question foncière. Il y a, pour la question de l'Église qui possédait beaucoup de bâtiments, notamment à Saigon, et là, sur ces questions foncières, c'est un enjeu extrêmement important, et donc le
le gouvernement continue de contrôler la construction de nouvelles églises. Alors que, il faut des autorisations, là. Il faut beaucoup d'autorisations. Or, avec l'exode rural et beaucoup d'arrivées de catholiques dans les villes, et notamment à Saïgon, il faut construire de nouvelles églises. Et là, c'est toujours difficile d'en construire de nouvelles. Vous évoquiez la question foncière. Il y a eu aussi pas mal de manifestations, je crois que c'était autour des années 2008, de contestations, de chrétiens qui demandaient la restitution de biens. Ça a été très compliqué. Ça donne quoi aujourd'hui? Ils existent toujours, hein, dans tout le Vietnam. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les catholiques, ça concerne aussi d'autres religions, mais en particulier les catholiques qui ont dû donc céder tous ces bâtiments et qui d'ailleurs... ils n'ont pas récupéré, en fait. En fait, Monseigneur Bing, à la chute de Saïgon, avait lui-même laissé il savait qu'ils allaient de toute façon être préemptés. Il avait dit, si c'est pour l'usage du peuple, eh bien, on les donne. Donc des écoles, etc., ou les hôpitaux. En revanche, étant donné la pression foncière qui existe aujourd'hui, la valeur du terrain dans les grandes villes, il y a toutes sortes de spéculations, et ce sont des terrains immenses, et il y a beaucoup de corruption aussi au sein du parti, et ils souhaitent récupérer ces terrains pour construire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple, hein, ça peut être une banque ou un mall commercial, et donc là, les tensions restent importantes. On n'a pas fini de régler ces questions-là dans tout le Vietnam. Oui. On en revient quelques mots en lien avec le reportage sur les liens entre les MEP et le Vietnam. Aujourd'hui, ça donne quoi? Puisqu'il n'y a plus de missionnaires depuis 1975, depuis l'arrivée du régime communiste. Malgré tout, il y a des prêtres qui viennent se former ici. Il y a quand même des liens encore assez forts, on le perçoit. Oui, alors c'est un ordre important pour l'histoire du Vietnam, parce que c'est eux qui avaient été chargés par Rome pour créer on appelait ça le clergé indigène. Et donc, il y a des liens très étroits. Ils n'étaient pas les seuls. Hein. Il y avait aussi des dominicains espagnols qui sont restés pendant toute la colonisation française aussi. Mais voilà, il y a des liens particuliers avec les MEP. Et il y a une raison pour laquelle les évêques sont passés à Paris. C'est aussi parce qu'on va fêter cette année, en 2018, les 30 ans de la canonisation des martyrs vietnamiens. En 1988, c'était Jean-Paul II qui avait canonisé 117 martyrs. Et donc, dans cette canonisation, il y avait donc une centaine de martyrs vietnamiens et une dizaine des MEP et une autre dizaine des dominicains espagnols. Et donc, je pense que là, il va y avoir toutes sortes de manifestations au Vietnam pour célébrer cet anniversaire important, hein, parce que l'Église du Vietnam a souffert beaucoup pendant la période impériale. Il était persécuté par les empereurs à plusieurs périodes. Et donc, on va revenir sur cette histoire. Et je pense qu'ils sont venus à Paris pour faire participer aussi les MEP dans cet anniversaire, cette commémoration, et pour ces 10 ou 11 missionnaires des MEP qui ont été considérés comme des bienheureux martyrs de l'Église du Vietnam. On va revenir juste en quelques mots sur ces liens Église-État aujourd'hui qui évoluent. On le perçoit bien avec le Doi Moi, hein, la libéralisation du pays depuis 1986. Il y a aussi cette tutelle économique et politique chinoise. Dites-nous, face à ce contexte-là d'évolution, puis on l'entendait aussi à travers les mots du président de la conférence épiscopale vietnamienne, qui parlait de ce mode de vie moderne, hein, qui influence notamment les jeunes. Face à cette accélération-là, comment se situe l'Église dans le paysage vietnamien et face à l'État? Est-ce que l'Église est partie prenante de questions sociales? Est-ce qu'elle fait entendre sa voix? De quelle manière? Dites-nous un peu. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que l'Église est aussi, il est vrai, un peu dépassée par cette évolution très rapide de la modernisation, mais le parti l'est aussi. Hein. L'éducation traditionnelle a été un peu renversée par ce matérialisme qui existe de manière importante. Et donc, il y a tout cet exode rural. Beaucoup de catholiques venaient des campagnes. Donc, il faut gérer ces populations qui arrivent et qui sont soumises à toutes sortes de réalités auxquelles elles n'étaient pas nécessairement préparées. Donc, ça, c'est une difficulté pour les catholiques. La deuxième, c'est que justement, elle s'engage dans un certain nombre de programmes. Caritas Vietnam est très engagée dans différentes initiatives. Je pense par exemple à la prise en charge des malades du sida. L'Église à Saïgon, j'ai fait un travail de terrain sur ce sujet et on constate que l'Église est très présente. Dans plusieurs paroisses, il y a des antennes médicales de médecins catholiques qui donnent des consultations gratuites pour les malades du sida. Il y a aussi un accueil qui est fait par des religieuses, des malades du sida qui viennent des campagnes, et notamment des hauts plateaux, pour être soignés
à Saigon. Et enfin, il y a des initiatives aussi, toujours dans la ville de Saigon, pour des orphelinats d'enfants qui ont le sida et par ailleurs des gens qui sont en train de mourir du sida. Et donc, ils sont vraiment actifs dans ces réalités sociales qui concernent le Vietnam. Et le gouvernement n'est pas tellement intéressé parce qu'il est obsédé par le développement économique. Hein, aujourd'hui, à tout craint, absolument. Au dépend de la population aussi Alors, au dépend, non. On constate quand même qu'il y a eu un enrichissement de toute la population depuis ces 20 dernières années. Aujourd'hui, il y a des questions écologiques aussi qui se posent. Il y a aussi des questions écologiques qui se posent, justement, dues à ce développement important. On est à peu près à 7% de croissance, hein, donc c'est une des croissances les plus élevées d'Asie du Sud-Est. Mais il y a aussi des conséquences écologiques. Et dans ce domaine-là, l'Église est aussi active. L'affaire Formosa qui s'est passée... Rappelez-nous, dites-nous un peu ce que c'est. Donc c'était en avril 2016. Il y a une série taïwanaise qui a été construite dans le centre du Vietnam, où il y a quand même une grande partie de catholiques dans cette région, notamment des pêcheurs. Et cette Assyrie a déversé des substances extrêmement toxiques dans la mer, provoquant donc la mort de centaines de tonnes de poissons et notamment la pollution de toute la côte. Ça, on n'en a pas beaucoup entendu parler ici. Alors, on en a parlé beaucoup au Vietnam et l'Église. Ici. Voilà. Et en tout cas, c'est grâce à la mobilisation de l'Église qui ont revendiqué d'avoir des compensations pour tous les pêcheurs qui perdaient leurs moyens de subsistance, qu'ils ont obtenu une indemnisation de l'entreprise taïwanaise Formosa, qui est un très gros consortium taïwanais. Et donc, le gouvernement était au départ contre, et finalement, il a obtenu de l'entreprise taïwanaise de l'argent, sauf que cet argent n'a pas été vraiment bien distribué, qu'il y avait de la corruption aussi, et donc aujourd'hui encore, un an après, donc c'était au printemps 2017, beaucoup de Vietnamiens de la région étaient toujours dans une situation extrêmement difficile et l'Église a vraiment contribué à porter ces affaires devant le tribunal. Et donc il y a eu par exemple en février dernier l'arrestation de plusieurs activistes catholiques concernant ces affaires d'environnement et le dernier, là, au mois de février, a été condamné à 12 ans ou 14 ans, je ne me souviens plus en tout cas plus de 10 ans de prison pour justement avoir défendu et avoir aidé les pêcheurs et les populations à défendre leurs droits auprès des tribunaux. Donc c'est quand même une condamnation très dure. C'est une des plus sévères condamnations pour des activistes d'environnement. Donc ça montre quand même que le parti veut bien avoir une pratique religieuse plus ou moins libre, etc. Par contre, toutes les questions qui touchent à une contestation de la gestion du pouvoir par le parti est réprimée de manière très stricte et systématique. Donc il souffle un peu le chaud et le froid, là. Absolument. Quel défi, selon vous, pour l'avenir, justement, de la place de l'Église dans un régime qui est celui du Vietnam? Je pense que l'enjeu de l'Église aujourd'hui, c'est surtout d'être présent dans le domaine social. Si ce n'est pas, bien sûr, dans le domaine il y a la question politique, de l'éducation. C'est pas possible, c'est l'éducation. Et donc, par exemple, le parti a accepté la création d'un institut catholique en 2016. C'est pour l'instant à Ho Chi Minh Ville. C'est pour l'instant un tout petit... on peut parler encore d'université catholique comme ça l'est en France. Elle est déjà en état de marche. C'est un embryon. Il y a, je pense, une trentaine d'étudiants et c'est uniquement réservé aux religieux. Donc, il n'y a pour l'instant pas d'autres disciplines que les disciplines religieuses. Bien sûr que les étudiants sont des laïcs, en fait, c'est pas des... Non, c'est beaucoup de prêtres aussi. C'est des prêtres, voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même encore assez limité, mais ils espèrent que dans les années à venir, on pourra élargir les disciplines, mais pour l'instant c'est encore limité, mais c'est un signe important du parti d'autoriser cet institut. Cet institut n'a toujours pas de lieu, il est situé dans le bâtiment de la conférence épiscopale, donc c'est pas vraiment très adapté, donc on est encore loin d'une université catholique, mais c'est un embryon, et en tout cas au niveau symbolique, c'est important. Voilà, une étape positive en tout cas. Merci beaucoup Claire Tran de nous avoir rejoints pour cette émission, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous, à mercredi prochain.